Bonjour Anthony Cortés, Sébastien Lurquin. Donc, je vous accueille rapidement, pas très rapide, on va rester un petit moment ensemble pour parler de votre livre 4,1 le scandale des accouchements en France, qui est sorti chez Bucher-Chastel, que je dis pas de Chastel, pardon, voilà, attention que je fasse pas d'erreur. Il est sorti le 7 mars, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un livre qui traite de la question de la mortalité infantile. Dans le même temps, on a un débat à l'Assemblée nationale qui a été posé, parce qu'il y a une loi de lutte contre la mortalité infantile déposée par le député et le collègue Paul-André Colombani, qui est du groupe Lyotte. La loi, quand même, elle est déposée, et d'ailleurs c'est là où on peut vous remercier, c'est parce que c'est notamment votre enquête qui fait que lui s'est dit que c'était un moment légitime pour aller déposer cette loi dans l'hémicycle, et c'est la première fois qu'on a un débat aujourd'hui assez large sur la mortalité infantile. Les questions de santé, elles sont quand même à l'Assemblée, franchement, elles sont assez reléguées, on n'en parle jamais. Alors les questions de santé, des enfants au sens large, en tout cas de tout ce qui traite autour de l'accouchement, c'est assez rare. Donc déjà, merci beaucoup en tout cas d'avoir posé ce débat. Peut-être, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer déjà comment vous vous connaissez tous les deux ? Alors on est amis depuis très longtemps. On était coloc à l'époque quand on était étudiants à Perpignan, dans le sud de la France. On vient tous les deux des Pyrénées-Orientales, donc une zone rurale. Et ensuite on a fait nos études de sociologie et de journalisme ensemble et jusqu'à maintenant travailler ensemble. Voilà. Et toi, tu es journaliste à l'Humanité, du coup ? Moi, je suis journaliste à l'Humanité, ouais, c'est ça. Et Sébastien, toi, t'es ? Moi, je suis journaliste indépendant et je travaille avec le magazine Marianne en ce moment en tant que pigiste. Ok, très bien. Du coup, vous avez... déjà, peut-être la première question, moi, je m'en suis noté quelques-unes, mais pourquoi avoir fait cette enquête sur la mortalité infantile ? Et peut-être nous dire aussi, qu'est-ce que c'est la mortalité infantile ? Parce qu'en fait, quand on regarde le truc très large, on a l'impression qu'on peut se dire c'est les enfants qui meurent. En fait, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la mortalité infantile et pourquoi cette enquête ? Alors, la mortalité infantile, en fait, c'est le nombre de bébés qui meurent avant l'âge de 1 an. C'est pour ça qu'on a titré ce livre 4,1, parce que 4,1 pour 1000, c'est le taux en France. C'est-à-dire que pour 1000 naissances, il y a 4,1 bébés qui meurent avant leur premier anniversaire. Et ce qu'on a vraiment voulu faire avec ce livre, c'était donner corps à ce chiffre-là. Parce que 4,1, c'est issu d'un rapport, c'est un rapport de rapport démographique, c'est une donnée, un taux. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est ce que ça représente. Aujourd'hui, 4,1 pour 1000, ça veut dire une naissance sur 250, ça veut dire 2800 bébés chaque année qui perdent la vie avant l'âge de 1 an. Donc on a vraiment voulu donner corps à ce chiffre-là pour montrer les vies qu'il y avait derrière. Et sur pourquoi cette enquête aussi, nous, on a... En reportage, parce que voilà, on travaille chacun pour différents journaux, mais on nous ramenait souvent des témoignages qui faisaient état de drames, d'incidents dans les maternités, que ce soit dans les petites ou dans les plus grandes. Mais on s'est dit tout de suite, il y a un sujet. Et puis quand on est tombé sur ce bilan démographique là, en plus cumulé au classement français au niveau de l'Union européenne, mais on y reviendra plus tard, on s'est dit qu'il y avait un sujet à creuser, et surtout en interrogeant le côté systémique de ces raisons, qui est souvent un petit peu éludé malheureusement par les différentes publications scientifiques, qui préfèrent se concentrer sur l'état de santé des femmes, par exemple, plutôt que sur l'état de nos hôpitaux. Donc on a voulu faire ce sujet-là pour essayer d'aller à la recherche de tous les faisceaux d'indices pour expliquer ce taux. Et donc l'objectif, c'est de comprendre comment on en est arrivé là et quelles sont les raisons. Oui, c'est ça, parce que ce qui nous a vraiment interpellé, c'est de voir que on est un cas unique en Europe, la France. Ça, il faut vraiment bien insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on était dans le top 3 européen au début des années 2000. Aujourd'hui, on est 23e sur 27 entre la Pologne et la Bulgarie. Donc il y a vraiment eu un effondrement de notre système de santé périnatale en 20 ans. Et pour nous, il était vraiment important de montrer ça, de montrer finalement les causes qui, en s'additionnant les unes aux autres, font qu'on en arrive aujourd'hui à un constat mortifère, avec une hausse de la mortalité infantile, alors même qu'on a une baisse historique des naissances. Donc ça, il faut quand même le montrer, ce paradoxe troublant. Et surtout, comme l'a dit un petit peu Anthony, ce qui nous a vraiment interpellé, c'est quand on a commencé notre enquête, le discours un petit peu de certaines autorités de santé qui pointaient les responsabilités individuelles des femmes. En disant qu'on avait plus de femmes en France en surpoids, plus de femmes plus âgées au moment de la première grossesse, ou bien davantage de femmes sujettes aux addictions. Mais ça nous a paru... Ça peut être des vraies raisons, ça, non ? Ça peut être des vraies raisons, c'est des raisons qu'il ne faut pas complètement éluder, mais elles ne peuvent pas expliquer à elles seules la hausse de la mortalité dans notre pays, parce que les femmes font aussi des enfants plus tard en Espagne, en Italie, en Allemagne. Il y a aussi les questions d'obésité sur l'ensemble du continent européen, et tout comme celle des addictions. Et malgré tout, nous, en France, on est le seul pays qui voit sa mortalité infantile réaugmenter de la sorte. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant. Nous, il y avait un débat en commission où ils nous disaient... Effectivement, il y avait les questions de maladies chroniques. En fait, en France, il y a une épidémie de maladies chroniques, mais du coup, effectivement, tu as raison, tu dis que du coup, dans les autres pays d'Europe, il y a la même chose.
Et donc dans les autres pays d'Europe, même malgré, par exemple l'Espagne, l'Italie, c'est des pays qui ont progressé sur... Ouais, l'Italie par exemple, c'est très intéressant parce que l'Italie a connu une courbe inverse à la nôtre, c'est-à-dire que sur les 20 dernières années, le pays a fait d'énormes progrès et il est aujourd'hui dans le top 3 européen. Donc c'est intéressant de voir que on a toujours l'impression que tout ce qui concerne la santé, en matière de santé, les pays nordiques font mieux, et c'est vrai. Les premiers, c'est la Suède, la Finlande, l'Estonie, mais il y a aussi l'Italie qui a très fortement monté, donc ça montre que finalement, ce n'est pas uniquement réservé à l'Europe du Nord, et donc on peut aussi s'inspirer de nos voisins plus directs. Alors la France, en fait, il y a, ce que vous dites dans le bouquin, c'est que dans les années, jusqu'aux années 70, il y a une première loi, c'est ça, un décret. Pour encadrer les maternités. Et du coup, il y a deux paradoxes, je trouve. Il y a celui où tu dis que du coup, les naissances baissent et en même temps, la mortalité infantile augmente. Mais l'autre paradoxe, c'est que on a fait baisser la mortalité infantile en France en fermant des maternités. Et là, vous dites qu'il faut, enfin, je grossis un peu le trait, mais vous dites globalement que continuer de fermer les petites maternités, c'est peut-être une erreur. D'abord, ce qu'il faut dire, si on prend un peu de recul et qu'on se place dans les années 70, c'est que, alors il y avait plus de 1300 petites maternités, enfin maternités en général, mais il y avait des petites maternités avec des conditions de sécurité plutôt déplorables. Et donc, il fallait prendre des mesures pour rehausser les standards de sécurité et de qualité des soins, et donc, d'une certaine façon, tailler dans les branches un petit peu pourries, quoi, disons. Et ça a eu des résultats. C'est vrai que de 1972, donc ces fameux décrets d'INH jusqu'à 1998, on est passé d'un taux de mortalité infantile de 18 pour 1000, qui était énorme, à 4,8 pour 1000. Donc voilà, là il y a une amélioration dingue. Le problème, c'est ensuite, c'est-à-dire qu'on allait trop loin. On a voulu prolonger cette politique-là, cette logique, avec les décrets de 98, donc les décrets de 98 qui placent un seuil à 300 accouchements par an pour décider si une maternité peut rester ouverte ou pas. Et c'est ce seuil qui décide donc de la vie ou de la mort d'un établissement. Donc ça a prolongé les fermetures. Le problème de ce prolongement, c'est que ça a créé des déserts, ça a éloigné les femmes des maternités. Aujourd'hui, il y a 900 000 femmes en âge de procréer qui sont à plus de 30 minutes. Et depuis le début des années 2000, la part de celles qui habitent à plus de 45 minutes a augmenté de 40%. Ce qu'on pose comme question avec ce livre, c'est d'abord, pourquoi n'a-t-on pas pris en compte la donnée du maillage territorial? Parce que en fait, on a réfléchi par des seuils, par des chiffres très froids, très bruts. Ça n'a pas été pris en compte. La preuve, aujourd'hui, 10 départements en France n'ont plus qu'une seule maternité. Donc ça montre bien qu'il y a un impensé de ce côté-là. Alors nous, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est pas un plaidoyer pour les petites maternités. On ne dit pas que toutes les petites maternités doivent rester ouvertes. On dit simplement qu'il doit y avoir une étude approfondie, territoire par territoire, pour savoir si une maternité doit bien fermer ou pas, si les conditions de sécurité sont réunies ou pas, et là décider, si ça peut rester ouvert, très bien, et si ça doit rester fermé, par contre il faut mettre des moyens pour transporter par exemple les femmes de leur lieu de vie jusqu'à une maternité en toute sécurité. C'est simplement ça qu'on essaie de poser avec ce livre, d'essayer de penser le maillage territorial avant tout, avec une boussole, c'est l'égalité absolue d'accès aux soins, que ce soit social ou territorial. Parce que la raison sur les petites maternités, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui nous disent, il y a des médecins qui disent oui, les petites maternités, il ne faut pas les garder, parce qu'en fait la raison c'était de dire que si une maternité ne fait pas assez d'accouchements, en gros ils ne savent plus trop faire, c'est ça? C'est ça, il y a cette logique selon laquelle en fait en dessous de 300 accouchements par an, les soignants ne seraient pas suffisamment entraînés pour réagir comme il faut en cas de situation à risque. Ça peut s'entendre, et c'est peut-être vrai s'il y a vraiment quelques dizaines d'accouchements dans l'année dans une structure donnée, et qu'en plus il y a des équipes qui sont pas forcément stables, etc. Mais encore une fois, il faut sortir de ce seuil arbitraire de 300 accouchements, parce qu'il y a des territoires dans lesquels peut-être qu'effectivement une maternité fait 150, 200, 250 accouchements, mais si on a une équipe qui est pérenne, dans laquelle les gens se connaissent, dans laquelle les protocoles sont maîtrisés, eh bien pourquoi aller fermer celle-là? C'est en ce sens que la proposition de loi est intéressante, parce qu'elle amène cette question du moratoire sur les fermetures. Donc elle ne vise pas à interdire les fermetures. Là où il y a des cas avérés de dangerosité, il faut que les autorités de santé puissent fermer les structures. Par contre, elle revient à dire stop à cette logique des seuils, et de vraiment, comme tu le disais Anthony, aller voir territoire par territoire quelles maternités sont dangereuses, lesquelles ne le sont pas, lesquelles fonctionnent bien. Et parce que parfois, une fermeture peut finalement avoir peut-être plus d'effets négatifs si par exemple une maternité est fermée, mais qu'elle a pour conséquence d'éloigner encore davantage les femmes de la maternité, ça peut aussi avoir des conséquences. Et c'est ça aussi qu'on pointe dans ce livre, c'est que parfois en restant dans une logique de seuil arbitraire, on arrive à
se déconnecter de la réalité du terrain et notamment dans les territoires ruraux. Et ben justement, vous parlez, c'est l'exemple du Lot, si je dis pas de bêtises, avec la présidente de l'ordre des sages-femmes du Lot qui vous dit que dans le Lot, il n'y a plus qu'une seule maternité, c'est ça? C'est ça. Elle n'a pas été partiellement fermée en... oui, elle a eu une fermeture en été. Ouais. Donc ça veut dire qu'on tombait à 0 maternité dans le Lot. Et la présidente de l'ordre des sages-femmes vous dit, ici, la distance... C'est une perte de chance. Ça, vous le constatez parce que c'est vrai que c'est pas toujours partagé par ceux qui ferment. Ils disent non, mais il vaut mieux la distance. C'est pas forcément un drame. Et vous, ce que vous dites, c'est quand même que la distance peut être une perte de chance. Oui, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est là aussi encore en impensé. Du côté des autorités médicales, des autorités de santé, on balayé cette possibilité-là de la distance qui pourrait accroître le risque de mortalité. Or, il y a une étude qui a été menée notamment en Bourgogne qui montre qu'un trajet supérieur à 45 minutes double les chances de morbi-mortalité, donc de complications et de mortalité. Et dans le Lot, oui, c'est assez clair parce que, en fait, en 10 ans, en 15 ans, je crois, le Lot a perdu 3 de ses maternités, donc il n'en reste plus qu'une. Et dans le même temps, le Lot est devenu l'un des départements avec le plus fort taux de mortalité infantile. 6,9. C'est ça, 6,2. Et d'ailleurs, sur l'éloignement, en fait, là aussi, on trouve une espèce de corrélation parce qu'en fait, le taux des femmes qui sont à plus de 45 minutes est passé de 6 à 24% dans le même temps. Et donc voilà, enfin, il y a une correspondance. Nous, on tranche pas le débat, mais simplement, on amène tout le monde à s'interroger. Et d'ailleurs, quand on prend tous les départements avec un fort taux de mortalité infantile, la Haute-Vienne, exactement. 5,2, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la Lozère, il y a aussi le Cantal, par exemple. Eh ben, c'est aussi les taux où les femmes habitent le plus loin. Donc, on amène aussi à s'interroger sur ce point-là. On ne dit pas que c'est ça, que c'est une raison établie, mais on invite finalement les autorités à se poser la question de distance. Parce que, comme tu le disais, il y a presque une... On élude cette question dans le débat en disant non, aujourd'hui on sait faire, il n'y a pas de problème de distance, etc. Force est de constater quand même qu'il y a des forts taux de mortalité dans les territoires dans lesquels les maternités ont disparu. Et comme il n'y a pas de chiffre qui peut être brandi à l'heure actuelle, nous on dit très bien, peut-être que c'est une hypothèse qui est fausse, mais donnons-nous les moyens de nous assurer qu'elle le soit, et donc faisons les études qu'il faut. Parmi les autres raisons, vous parlez de la césarienne, enfin des pratiques, c'est ça du coup. Alors ça, qu'est-ce que vous voulez dire autour de ça, que le fait qu'aujourd'hui on en fasse moins parce que ça coûte trop cher? Alors en fait, on s'est plongé sur cette question des césariennes dans les travaux préparatoires des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui datent de 2012. En fait, on s'est plongé là-dedans parce que ces recommandations ont pour but de faire baisser le nombre de césariennes programmées. Dans le rapport qui est fait, en fait, les différents soignants interrogés arrivent à une conclusion de mettre en place des protocoles visant à réduire le nombre de césariennes programmées. Nous, ce qu'on interroge, on ne dit pas qu'il faut faire plus ou moins de césariennes. En fait, ce qu'on montre à travers cet exemple-là, c'est quelque part encore une question de données. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que depuis 2012, en fait, les césariennes programmées ont baissé, mais surtout, les césariennes en urgence ont augmenté. Or, une césarienne en urgence, c'est 6 à 7 fois plus de morbi-mortalité pour le bébé. Donc là, encore une fois, on se pose la question, on dit mais comment est-ce que la HAS qui a pris ces recommandations en 2012 réagit aujourd'hui? Et quand on les a sollicités, eh bien, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de suivi véritablement, il n'y avait pas de conclusion qui avait été tirée et qu'il n'y avait pas d'alerte non plus. Ça, c'est faux puisqu'on a parlé avec des gynécologues obstétriciens qui ont alerté à plusieurs fois le ministère de la Santé sur cette question-là en disant attention, les recommandations de 2012 ont pour effet augmenter les césariennes en urgence. Et la question... Sur cette question, on retrouve 2 mots français. Le premier d'abord, c'est prendre des décisions uniquement dictées par la rentabilité, par la recherche de rentabilité, parce que d'abord, c'est les raisons économiques. Alors justement, c'est ça qui je te coupe, mais c'est que moi ce qui m'a... Alors je lisais le paragraphe en me disant tiens, c'est marrant, pourquoi plus de césariennes Est-ce qu'il y a une question économique? Et là vous citez Bachelot, donc qui était ministre de la Santé en 2008, qui dit en gros qu'ils mettaient en place un dispositif de mise sous entente préalable, en gros dans les hôpitaux, c'était un peu une manière de... C'est sous tutelle quoi, en gros. Et elle dit par exemple une maternité qui présente un taux de césarienne particulièrement élevé par rapport à la moyenne comparable pourrait en faire l'objet. En gros, elle sous-entend qu'il y a des hôpitaux qui font trop de césariennes et que économiquement ça vaut pas le coup. C'est ça. C'est vrai que c'est à partir des années 2000, c'est un petit peu ce qui dicte les politiques appliquées aux hôpitaux. C'est la recherche de rentabilité, c'est l'optimisation des coûts, c'est d'une certaine façon le logiciel qui est appliqué aux entreprises, qui est appliqué tout à coup dans les hôpitaux. Et c'est vrai que sur la question des césariennes, c'est ça, on retrouve ça. Et en plus, c'est additionné à une absence de mise en place de protocoles ou d'outils de suivi pour connaître véritablement les effets de ces politiques-là. Donc en fait, on est face à deux symptômes qui nous mènent à l'impasse. Parce que pour le coup, la césarienne, elle est plus morbide pour la maman. Il faut quand même le dire. C'est vraiment pas un acte neutre. Voilà, c'est pas un acte neutre. Et notre livre n'appelle pas à faire plus de césariennes. Par contre, on se dit
mais comment est-ce que les études n'ont pas été faites après les recommandations de 2012 pour évaluer dans le temps ces recommandations et éventuellement les ajuster? Je reste sur la partie économique, après j'irai sur d'autres points, mais parce que moi, en lisant votre bouquin, une des questions qui me guide dans les discussions qu'on a eues avec les auditions dans le cadre de la loi aussi, c'est la part aujourd'hui du modèle de financement des hôpitaux. Enfin, cette espèce de, en fait, les hôpitaux qui sont financés à l'activité, donc ça veut dire qu'un acte a un prix, et en gros, tu viens, on te pose un diagnostic, on te répare parce qu'il y a Olivier Miron qui est un cardiologue, qui dit que lui, c'est une logique de garagiste, la tarification d'activité, c'est-à-dire que tu viens, on te fait diagnostic, réparation, facture. Et ça, donc ça s'applique aujourd'hui aux accouchements. Vous, l'impact de la tarification à l'activité aujourd'hui dans la mortalité infantile, dans les accouchements, est-ce que vous y voyez une potentielle corrélation? C'est pas forcément beaucoup évoqué. Vous en parlez à l'aune des maternités privées qui ont fermé parce que manque de rentabilité. Oui, en fait, on pose la question sur la tarification à l'activité de l'ensemble des rémunérations du secteur périnatal. Elles sont aujourd'hui catastrophiques. Donc forcément, moins vous rémunérez un acte, moins vous incitez les établissements à le pratiquer. C'est un petit peu ce qui se passe. Et dans le livre, de manière volontaire, on compare par exemple la pose d'une prothèse de hanche et un accouchement. Il faut savoir qu'un accouchement, qui est un acte risqué, il y a 2 personnes à prendre en charge, il y a une durée d'hospitalisation incertaine, c'est rémunéré 2 000 €. À côté, vous avez la pose d'une prothèse de hanche qui est un acte programmé. Donc le patient arrive le matin, souvent il rentre chez lui en ambulatoire le soir. L'opération dure une durée déterminée. Tout est carré quelque part, et bien ça c'est rémunéré 6 000 €, donc 3 fois plus. Donc on voit ce décalage, et ça finalement on s'est rendu compte en enquêtant que c'était sur l'ensemble de la périnatalité que c'est le cas. C'est-à-dire que les actes qui touchent à l'accouchement et autour sont très mal rémunérés. Donc forcément, ça incite les acteurs privés notamment à s'en détourner, puisqu'ils sont dans une logique, on va dire, rationnelle, entre guillemets, qui va être de pratiquer davantage les actes les mieux rémunérés. Et donc ça les conduit notamment à fermer certaines petites maternités, puisqu'elles sont perçues comme peu rentables, donc il est finalement plus intéressant de les fermer parfois. Et sur les maternités privées, c'est important de noter aussi que le modèle qui les régit joue aussi un rôle, parce que derrière les maternités privées, il y a des grands groupes. Ces groupes, le plus souvent, il y a des fonds d'investissement étrangers, et il y a aussi derrière le système de financiarisation, donc où en gros les actionnaires ne sont pas rémunérés pendant leur présence au capital, mais à la revente. Donc forcément, il va falloir aller chercher une plus-value pour, d'une certaine façon, se remplir les poches à la fin, à la sortie du capital. Et donc, si on veut être plus rentable, on va couper les branches qui nous rapportent moins d'argent. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la maternité. On va aller plutôt vers la chirurgie. Et ce qu'on a constaté pendant notre enquête, c'est que souvent, les branches qui sont coupées, ce sont les maternités rurales en particulier. Et là aussi, ça participe à la désertification. Oui, parce que d'ailleurs, les groupes privés disent que non, ils ne se détournent pas de la périnatalité ni des maternités. C'est partiellement vrai, mais c'est aussi faux. C'est-à-dire qu'ils vont concentrer leur activité obstétrique et gynécologique sur des maternités souvent urbaines, où il y a des publics plus favorisés, on va pouvoir proposer tout un tas d'options, etc., qui vont, notamment par exemple la chambre individuelle, un lit pour le papa ou pour le conjoint, tout un tas des kits avec des services, etc. Par contre, les petites maternités rurales, elles sont moins intéressantes financièrement, donc elles ont plutôt tendance à être fermées, et ça c'est documenté. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les petites maternités qui ferment sont davantage privées que publiques. Mais quand même, ça reste, c'est pas que l'apanage du privé, cette histoire de rentabilité, parce que même dans le public, on peut se poser aussi la question, si aujourd'hui tu es le chef de service de la maternité, ou en tout cas de la néonatologie ou de la réanimation néonatale, et que tu as un projet d'établissement, tu vas voir ta direction pour dire j'aimerais qu'on développe telle chose. Mais si face à toi, tu as le cardiologue qui vient aussi proposer un projet d'établissement, on peut imaginer que l'établissement va se dire si je veux récupérer plus d'argent, il vaut mieux que je favorise le cardiologue plutôt que la mater et la néonatale. Complètement, parce qu'en fait, on a parlé de la tarification à l'activité, donc qui consiste à rémunérer chaque acte. Mais il faut savoir que tout ça est régi par une enveloppe globale qui s'appelle l'ONDAM. Et cette enveloppe, c'est comme un gâteau dans laquelle chaque spécialité a sa petite part. Donc forcément, ça met en concurrence finalement les différentes spécialités, et ça explique aussi certaines dérives. Si aujourd'hui, il n'y a pas de grand appel général du monde de la santé à prendre à bras le corps cette question de la mortalité infantile, c'est peut-être aussi à cause de ça. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent certains spécialistes dans le livre. C'est-à-dire que oui, mais en fait, on n'aura jamais les cardiologues justement avec nous, parce que donner plus à
la périnatalité, ça veut dire donner moins à la cardiologie, ça veut dire moins au cancer, moins à la psychiatrie, etc. Et donc en fait, ce système de tarification à l'acte est lui-même donc régi par cette grande enveloppe, ce gros gâteau, dans laquelle chacun a sa petite part et chacun forcément protège la sienne et n'a pas forcément envie qu'elle aille chez le voisin, quoi. Et est-ce que vous trouvez que le secteur dans son intégralité, c'est-à-dire qu'on parle de maternité, que ce soit les sages-femmes, les réanimations néonatales, ce sont des secteurs défavorisés aujourd'hui par rapport à d'autres services ou d'autres spécialités. Parce que quand on voit les sages-femmes, aujourd'hui sages-femmes, tu fais des études de médecine, le salaire est quand même, il n'est pas ridiculement bas, mais il est beaucoup plus bas aujourd'hui que pour beaucoup de professions médicales. On voit que dans les études d'infirmiers, il y a plus de stages obligatoires en pédiatrie par exemple. La réanimation néonatale, ils vous disent qu'ils ont des taux d'encadrement qui sont pas très hauts, alors que pourtant la plupart des enfants qui meurent avant 1 an meurent durant la période néonatale, donc avant 28 jours. Est-ce que vous trouvez que c'est un secteur dans son intégralité qui est plutôt mal reconnu, mal financé ? Oui, complètement, déjà par la tarification à l'activité, mais en plus on le voit, on en parlait justement avant de venir, on regardait un petit peu les spécialités aujourd'hui en vogue chez les jeunes médecins. Étonnamment, c'est les spécialités les plus demandées sont celles les mieux rémunérées. C'est lesquelles du coup ? Et c'est c'est la chirurgie esthétique, c'est en fait tout ce qui est autour de la chirurgie. La radiologie aussi. Et voilà. Et par contre, urgentiste, alors que c'est la spécialisation la moins rémunérée, forcément c'est celle qui est la plus boudée. En même temps, c'est aussi parce que ça cumule à la fois mauvaise rémunération et conditions de travail très difficiles. Donc finalement, on se disait entre périnatalité et les urgences, on voit que c'est moins bien rémunéré, alors que c'est finalement des secteurs d'autant plus essentiels et en souffrance. Et ben en fait, on voit que ce sont eux qui sont les moins bien rémunérés. Donc, Et notamment, il y a une question, alors je me souviens plus si c'est abordé dans le livre ou pas, mais on va voir si c'est les débats là, qui m'ont brouillé les pensées, mais la question des décrets de 1998, qui sont en gros les décrets qui encadrent l'activité dans les maternités, donc pas révisés depuis 98. Est-ce que ça aussi, c'est un signal, que ça veut dire que ça fait 27 ans qu'on n'a toujours pas retravaillé, reconsidéré la manière d'encadrer les accouchements. Oui, c'est ça. Ça paraît complètement fou. Et c'est vrai que, par exemple, on en parlait avec la Société française de médecine périnatale, qui nous disait, mais ça fait 10 ans, 20 ans qu'on sonne l'alerte et qu'on dit que ces décrets doivent être revus. Personne nous entend, personne ne veut nous entendre et modifier ça. Et surtout qu'en plus, la mise en place, en tout cas le maintien de ces décrets et de ces modalités ont des conséquences concrètes. C'est-à-dire que, par exemple, sur le taux d'encadrement, quand on regarde nos voisins européens, par exemple la Suède, qui fait partie des meilleurs élèves, on voit que une sage-femme doit s'occuper d'une femme enceinte. C'est 1 pour 1. Voilà, c'est 1 pour 1, c'est le fameux one-to-one. Sauf qu'en France, les décrets de 98 ne vont pas vers cet encadrement-là. Et au contraire, une sage-femme va plutôt s'occuper de 5, 6, 7 femmes enceintes en même temps. Et ça crée des dangers, forcément, ça crée des complications. Et ça, on le doit au décret de 98. Et en plus de ça, il y a cette logique de seuil dont on parlait également, qui est complètement désuète, qui participe à déséquilibrer l'offre sur tout le territoire, notamment en zone rurale. Donc oui, il faut absolument appeler à modifier ces décrets. Et d'ailleurs, Madame Catherine Vautrin, voilà, j'ai trouvé plus son prénom. Les ministres changent tellement qu'on s'y habitue plus. Mais oui, elle a annoncé vouloir modifier les décrets, mais elle n'a pas dit en quel sens. Donc il faudra être vachement attentif justement sur cette question-là du taux d'encadrement. Oui, parce que les dernières tentatives des ministères de modifier les décrets, moi j'ai un souvenir d'il y a 3-4 ans, c'était pas tout à fait ce qui était demandé par le Collège national des sages-femmes par exemple, c'était pas assez haut, quoi. C'est-à-dire qu'en fait il y a une unanimité pour réécrire ces décrets qui sont aujourd'hui dépassés, qui ne répondent plus aux aspirations ni des soignants, ni des jeunes mamans, ni des autorités de santé. Donc en fait il faut absolument les réécrire, mais là où c'est très compliqué, c'est que en fait il y a des débats en interne, et c'est aussi un petit peu ce qu'on aborde dans ce livre, c'est qu'il y a parfois des querelles de chapelle sur certaines considérations qui aujourd'hui ont un peu pour effet aussi de bloquer et ralentir les choses. Ok. Et il y a juste une question alors, un peu moins économique mais plus technique, c'est la question des prématurés. C'est quand même une donnée pour le coup qui est aussi là où on peut mettre pas d'autres, enfin là où c'est pas forcément de la faute, je dirais tout de suite, des gouvernements successifs, c'est qu'en fait aujourd'hui on fait plus accoucher des enfants, des femmes qui ont un enfant qui est prématuré, c'est ça. Est-ce que ça participe pas aussi Alors, sur la mortalité infantile. Alors sur la prématurité, on n'a pas un taux plus important que nos voisins européens, on est dans la moyenne européenne, donc ça c'est intéressant. Par contre, on sait moins bien les prendre en charge. C'est-à-dire que des grands prématurés notamment, en fait c'est assez fou, mais en fait en France, on a davantage de survie avec handicap lourd et davantage de mortalité. Donc ça veut dire que vraiment on a un problème sur la prise en charge des bébés prématurés. C'est pas du tout dans les formations, etc., c'est ça Non, c'est plutôt que nos services finalement sont à flux tendu et sont en surchauffe permanente, c'est-à-dire qu'il y a des unités de néonatologie
pathologies qui sont à 95, 98, parfois plus de 100% d'occupation. Et ça nous a fait halluciner, mais on cite ce témoignage dans le livre d'un professeur qui nous explique qu'en fait, il arrive quand toutes les couveuses sont pleines et que donc il faut en mettre une dans le couloir en attendant que le bébé le mieux portant puisse être héliporté vers un autre CHU où une place va se libérer. Donc forcément, on imagine bien que dans ce contexte-là, c'est très compliqué d'assurer une survie à un enfant hyper fragile et quand il naît à 5 mois et demi de grossesse, c'est vraiment un grand prématuré, donc extrêmement fragile. Et en plus de ça, ce qu'on a constaté, et c'est encore plus fou de le dire comme ça, mais c'est que le nombre de soins prescrits et non appliqués est en augmentation. C'est-à-dire qu'en fait, faute de ressources, notamment infirmières, il peut arriver qu'un médecin ausculte un enfant et demande à ce que des soins soient prodigués, mais faute de bras, faute de ressources, en fait, ils ne le sauront pas. Les soins ne sont pas prodigués. Ouais. C'est quand même complètement... Et c'est ça qui explique le retard que la France a pris sur les grands prématurés et sur la prématurité en général. Sur les retards, alors là on va parler de la proposition de loi, donc dedans il y a le moratoire effectivement sur la fermeture des petites maternités qui a été en partie sabré en commission et donc il va être redéposé, la demande va être redéposée en séance. D'ailleurs c'est les macronistes qui ont sabré le moratoire avec le vote du Rassemblement national. Mais il y a aussi la question du registre des naissances. Alors ça c'était une proposition de Philippe Juvin, le député de droite, dans son rapport alors qu'il a écrit avec j'ai un trou en plus. Anne Bergans. Voilà, c'est toujours les femmes qu'on oublie, c'est catastrophique. Du coup, je le dis pour la critique, je le dis pas parce que je le pense. Et du coup, il propose un registre des naissances qui n'existe pas en France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement ? Alors un registre de naissance, ça existe d'ailleurs chez nos voisins européens, enfin chez certains d'entre eux. C'est un ensemble de données statistiques réunies dans un registre, donc dans un seul format, un ensemble de statistiques épidémiologiques, médicales, sociologiques, économiques, sociales, etc. pour dresser un état des lieux absolu de l'obstétrique et de la mortalité infantile. C'est-à-dire que grâce à cet ensemble de données-là, on va avoir des conclusions qui vont se dessiner pour savoir dans quel territoire on meurt davantage, pour quelles raisons, pour quelle pathologie, dans quel type d'établissement, etc., etc. Et donc, en fait, en temps réel, on aura des raisons, un constat très clair avec des raisons objectivées. Et à partir de là, ça permettrait de mettre en place des politiques publiques adaptées en temps réel et éventuellement de les ajuster selon l'évolution. Voilà. C'est le cas en Suède, c'est le cas en Finlande. C'est vraiment pas un hasard. Ça a permis des améliorations ? Oui, complètement, parce que en fait, aujourd'hui en France, on marche à l'aveugle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une image que nous donnent certains médecins en nous disant, et certains spécialistes, en disant, c'est comme si en France, on essayait de connaître les raisons à partir d'une photo en noir et blanc, alors que nos voisins européens ont la vidéo en 4K, en temps réel. Et donc, si on ne voit pas, si on marche à l'aveugle, forcément, on ne peut pas apporter de réponse. Et surtout, en fait, ce registre de naissance, il permettrait de sortir des dogmes, il permettrait de trancher des débats. Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, on a des défenseurs des petites maternités, d'autres des défenseurs du modèle suédois, avec une concentration accrue, etc. Chacun pense que la raison de la mortalité infantile est de ce côté-là ou de ce côté-là, mais avec très peu de données objectives, en fait. Et le registre de naissance permettrait de trancher et d'avancer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que les bases de données, elles existent en France, mais elles sont toutes éclatées en silos, les unes à côté des autres. Donc en fait, chacun peut se référer à la base de données qui va dans le sens de ce qu'il pense pour la brandir comme un argument. Là, l'avantage, ce serait que ça permettrait de toutes les mettre ensemble et de vraiment croiser les données. Justement, on parle tout le temps de l'ère du big data, de l'intelligence artificielle, etc. C'est justement, il faut se servir de ces outils-là pour faire travailler l'intelligence artificielle, par exemple, sur ce type de données-là et voir s'il n'y a pas des pistes qui émergent. Est-ce qu'on se rend compte que c'est un problème géographique ? Est-ce que c'est lié à la taille des maternités ? Est-ce que c'est lié au mode d'accouchement, etc. Enfin voilà, ça permettrait vraiment de concrètement comprendre ce qui se passe et comment on pourrait corriger la dérive et l'effondrement auquel on est en train d'assister pour le moment. Et ça, pourquoi ça n'a jamais été fait avant ? Parce que je me dis que c'est quand même pas... Dans le livre, on a interviewé une spécialiste de l'INSERM qui travaille sur ces questions-là. Elle explique qu'en fait, ça a été un choix politique et budgétaire et qui a été fait il y a une vingtaine d'années, parce qu'en fait, en France, on aurait peur des grandes bases de données, notamment sur la santé. Okay. Et donc, c'est vrai qu'il y a ça oblige derrière à prendre des mesures ou... Parce que en fait, il faut les sécuriser ces bases de données-là, donc c'est un coût. Il faut qu'elles soient anonymisées. Il faut que on comprend complètement. C'est vrai que c'est très sensible. Une base de données de santé, il faut qu'elle soit pleinement
protéger, il faut restreindre les accès, etc. Mais il fallait le mettre en place. Ça n'a pas été fait parce qu'il y avait une peur. Donc les politiques n'ont pas suivi et en plus ça avait un coût très important et qui a été jugé pas essentiel et donc ça n'a pas été un investissement qui a été mis en place. Après, en troisième article dans la proposition de loi, du coup, c'est former aux gestes d'urgence dans toutes les maternités. Bon, ça semblait être plutôt de l'ordre du consensus et même des sages-femmes nous disaient que là, on aurait besoin en zone rurale. Peut-être en allant un peu doucement vers la conclusion, moi, sur la mortalité infantile, il y a quand même, je trouve que l'exemple le plus criant, enfin l'exemple, c'est pas un exemple, mais je trouve que la citation la plus criante, c'est celle d'Emmanuel Todd, qui est démographe, j'aime bien dire que Todd c'est un bon démographe. Bon, des fois maintenant il y a à boire et à manger des fois quand même sur aujourd'hui. Bon, vu que tu bosses chez Marianne, j'imagine que vous devez l'avoir assez souvent, Todd, mais qui dit, enfin lui, Todd, en fait, il s'est fait connaître en analysant les chiffres de la mortalité infantile de l'URSS en 76, à partir desquels il disait qu'en gros l'URSS allait s'effondrer parce que en gros un empire, en tout cas un pays qui n'arrivait plus à soigner ses bébés, ça montrait une immense défaillance du système de protection sociale. Et j'en parlais avec Jean-Christophe Roset, du coup, qui est le président de la Société française de néonatologie. Lui, il dit en fait, normalement, il n'y a rien de plus basique à organiser que la naissance et même la néonatologie, parce que tu sais après combien de temps ça va prendre, etc. Et qu'un pays où la mortalité infantile augmente parce qu'on ne sait pas prendre en charge la naissance et la néonate, etc., ça montre un immense déficit du système social. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui finalement la mortalité infantile qui croît, comme le dit Todd, c'est en fait le fruit de situations, enfin une succession d'échecs économiques, sociaux et finalement d'une défaillance des institutions. Donc quand on voit la mortalité infantile qui croît, c'est déjà le résultat d'une succession d'échecs et de défaillances. Mais en plus de ça, la mortalité infantile qui augmente, elle va d'elle-même générer d'autres problèmes graves, à commencer par une défiance envers notamment le monde politique, qui n'aura pas su, et envers les autorités, qui n'auront pas su protéger les enfants, qui sont quand même, et les bébés nouveau-nés, qui sont quand même les êtres les plus vulnérables qui soient dans une société, et qui en plus incarnent l'avenir. Donc il y aura ce problème-là, et en plus de ça, la périnatalité, il faut quand même le redire, elle touche très directement au futur d'une nation, puisqu'on parle des bébés qui viennent de naître, mais on parle aussi des jeunes mamans. Les femmes qui viennent d'avoir leurs enfants sont généralement des jeunes femmes avec la vie devant elles. Donc finalement, que dans notre société, on continue à percevoir la périnatalité comme un coût et non pas comme une dépense et pas comme un investissement, c'est ça qui est finalement révoltant sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il faudrait complètement renverser les choses, percevoir ça comme un véritable investissement, notamment à l'heure où on parle beaucoup de la fin de vie et où il y a énormément de débats, à raison bien sûr, autour de cette question-là, mais au détriment peut-être du début de la vie, et ça il faut peut-être le redire aussi. Et du coup sur ça, c'est vrai que ça pose quand même pas mal, effectivement, pas mal de questions sur l'avenir, notamment au moment où Emmanuel Macron lui voulait faire des études sur la fertilité, sur le règlement démographique, et en fait il passe à côté du problème peut-être central, quoi. Il passe à côté du problème, et puis au-delà de ça, c'est aussi particulièrement indécent. C'est vrai que nous, quand on a mené cette enquête, on a aussi voulu rencontrer des parents endeuillés, et qui avaient ressenti cette déclaration-là comme une violence, parce que à l'heure où on attend de l'État qu'il protège, qu'il mette en place les conditions d'un accueil, disons entre guillemets sur terre, dans de bonnes conditions, avec les moyens, etc., on nous parle avec un langage martial, presque masculiniste d'une certaine façon, et on nous ordonne de faire des enfants. Alors qu'aujourd'hui, tout malheureusement nous pousse à craindre le moment d'accoucher et de donner la vie. Alors l'État prend pas sa part du boulot, quoi. Il dit voilà, faites des gosses, mais lui il prend pas sa responsabilité qui est de faire naître, quoi. En fait, on en revient à cette logique-là de vouloir tout mettre sur le dos des individus, que ce soit à la fois les causes, les responsabilités et même éventuellement les solutions. C'est à vous de vous débrouiller. Enfin, là, on en revient au logiciel libéral typique. Ok, très bien. Et en plus, on est dans une réponse uniquement quantitative à un vrai problème qualitatif. Et quand tu parlais des parents, je pense qu'il faut peut-être insister aussi sur ce point-là, mais c'est qu'aujourd'hui, on a des inégalités jusque dans le deuil. Et ça, c'est ce qu'on montre dans ce livre-là. On termine le livre en donnant la parole aux parents endeuillés. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a aujourd'hui un véritable tabou,
un manque de considération accordée à ces personnes-là qui vivent l'innommable et qui en plus sont dans une inégalité absolue selon où elles sont sur le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes approches, les mêmes solutions, les mêmes encadrements selon où on se trouve en France. C'est-à-dire qu'il y a des unités spécialisées sur le deuil périnatal, elles n'existent malheureusement pas partout. Donc en fonction de où on se trouve, on va trouver des réponses, on va trouver une aide et parfois on ne le trouve pas. Et alors ces parents-là qui ont quand même besoin d'un soutien psychologique voire psychiatrique, eh bien ils vont devoir se tourner parfois vers des solutions payantes. Et donc en fait on voit qu'ils sont encore une fois pénalisés alors qu'encore une fois ils ont vécu ce qu'aucun parent ne devrait jamais vivre. Et alors c'est pas pour rebondir et relancer, mais parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous en parler, mais sur les inégalités, il y avait la question aussi, c'est est-ce que la mortalité infantile c'est une maladie sociale ? Et vous parlez de la PMI, de la protection maternelle infantile aussi, qui est dégradée. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est et en quoi elle est dégradée ? Alors d'abord, avant d'aller sur la PMI, peut-être juste sur la maladie sociale, ce qui est important, c'est aussi de se référer au dernier rapport de l'INSEE sur la mortalité infantile, qui montre que les bébés, donc les enfants de cadres, connaissent une mortalité infantile de 2,2 pour 1000, et les enfants d'ouvriers, d'employés, ça passe à 3,5 si je me trompe pas, et les enfants d'inactifs, là, ça dépasse 5,5 pour 1000. Donc oui, là, clairement, voilà, c'est indéniable, c'est une maladie sociale. Et c'est vrai que sur la question de la PMI, la question est pertinente parce que normalement, pour ces populations-là, il y a un service public qui est censé leur apporter de l'aide, un soutien, censé les guider dans les différents rendez-vous, les sensibiliser aux différents risques, comportements, etc., etc. C'est les centres de protection maternelle et infantile. Donc c'est des structures à la croisée du sanitaire et du social, avec un principe simple, c'est gratuit tout simplement et c'est libéré de toute contrainte administrative. Donc en fait c'est pour toutes les femmes et c'est là pour permettre une égalité absolue face à l'accouchement. Le problème c'est que partout en France on voit une détérioration, là encore une fois parce que sous-investissement, parce que difficulté à recruter aussi des sages-femmes, parce que par exemple dans ce livre on est allé en Seine-Saint-Denis voir sur le terrain très concrètement dans une structure voir comment ça se passait. Elle nous explique que même s'il y a des postes, ils ne sont pas forcément pourvus parce qu'il y a une pénurie de ce côté-là et donc forcément quand on cumule le manque de moyens plus les difficultés de recrutement, il y a cette phrase horrible que nous dit une sage-femme, c'est on rate des femmes. C'est-à-dire qu'en fait autrefois il y a 20 ans on avait un filet avec des mailles très resserrées qui permettait de venir en aide à toutes les femmes qui en avaient besoin, notamment celles en précarité absolue, et aujourd'hui ces mailles-là s'étendent et ce filet, d'une certaine façon, laisse échapper les femmes qui en auraient le plus besoin. Donc on voit une crise dingue de ce côté-là. En Seine-Saint-Denis, c'est particulièrement parlant parce que 17% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de mortalité infantile là vient d'arriver à 6 pour 1000, ce qui est quand même démentiel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus aussi au-delà de ce que propose déjà la loi, à savoir le moratoire et le registre ? Alors, la prévention. Donc, la base, c'est vraiment les registres. On le redit, mais vraiment les registres pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Ensuite, il faut aller vers éventuellement, effectivement, repenser le maillage territorial et aller vers plus de revoir la prévention, puisqu'on en parlait avec les PMI. Elles sont en déliquescence aujourd'hui. Il est important de les doter mieux, afin que quand même en 2025 on puisse prendre les femmes mieux en charge que dans les années 90 et pas l'inverse comme c'est le cas aujourd'hui. Et ça passe par un changement de philosophie aussi, parce que c'est vrai que malheureusement on voit que la santé et la maternité sont vues malheureusement comme des coûts et non comme un investissement vital pour toute la société, mais aussi pour plusieurs générations. Ça on l'oublie trop, et c'est d'ailleurs je pense ce qui doit guider l'action, quel que soit le bout par lequel on le prend, que ce soit la prévention, l'implantation de maternité, que ce soit l'accompagnement personnalisé, etc., etc. La philosophie, ça doit être absolument l'égalité, la recherche d'égalité face dans l'accès aux soins, que ce soit social ou territorial. Et donc, ça passe par revoir le maillage des maternités, mais aussi des PMI, pour qu'on puisse tous accéder à l'accouchement d'une certaine façon, enfin plutôt toutes accéder à l'accouchement, quel que soit l'endroit où l'on vit, quelle que soit sa condition sociale d'origine. Ouais, et finalement faire disparaître ces inégalités face à la mort finalement, puisque ce qu'on voit c'est qu'il y a des grandes disparités sur l'ensemble du territoire et il est important de réuniformiser tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous poursuivez l'enquête après ? Vous allez avoir d'autres ou vous partez sur autre chose ?
Alors moi je continue un petit peu pour l'UMA, forcément d'ailleurs demain on fait la une là-dessus, parce que c'est un sujet important, et on le creuse, on continue de creuser. C'est vrai que toi aussi tu bosses beaucoup sur les déserts médicaux. Ouais, puis il va falloir continuer à suivre les avancées, notamment la mise en place du registre de naissance. Il va falloir voir effectivement comment il sera effectivement mis en place, quelles données vont être rapportées, comment elles vont être analysées, quelles politiques publiques vont être mises en place derrière, etc. Il va falloir vraiment que cet outil serve à quelque chose, et ça il va falloir aussi quelque part par des articles, en racontant ce qui se passe, informer les gens, nos concitoyens, et aussi inciter les politiques à ne pas se détourner de cette question. Et il va falloir aussi surveiller et soutenir les différents comités locaux qui se battent aussi contre les fermetures de maternité. C'est vrai qu'on le voit beaucoup partout, que ce soit à Sarlat, à Guingamp et partout ailleurs. Il y a une grosse mobilisation à chaque fois populaire, parce que la maternité c'est le premier service public. C'est le service public où on peut donner la vie, et ça dit énormément aussi des territoires. C'est-à-dire qu'un territoire où on ne peut plus donner la vie, c'est aussi un territoire dans lequel on ne fait plus vraiment confiance, que ce soit dans ses capacités sociales, économiques, etc. Donc voilà, on va suivre tout ça sur le côté médical, mais aussi sur l'aspect social et politique. Merci beaucoup. Du coup, 4,1 le scandale des accouchements en France, donc c'est chez Buchet-Chastel, sans erreur. Dans toutes les bonnes librairies. J'imagine que vous faites aussi une petite tournée de réunions publiques, etc., en plus de tournées médiatiques qui a déjà lieu. En tout cas, merci beaucoup, et j'espère qu'on va bien avancer sur le sujet. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.